Merci, Madame la sénatrice. Tout d'abord, merci pour cette invitation et pour l'organisation de ce colloque et surtout de cette plateforme qui va ouvrir encore les débats et les enrichir sur le réseau. Merci pour votre engagement continu pour apporter votre expérience de terrain qui est riche et qui est complète au service de ce réseau. Je mesure pertinemment votre attachement à ce réseau uniquement, mais surtout la place que vous accordez aux familles et aux fédérations de parents pour être des partenaires incontournables dans tout projet de développement de ce réseau. Donc, merci pour cette invitation. Je m'exprime bien sûr au nom de la FCPE pour réitérer notre attachement au réseau, mais surtout notre attachement au fonctionnement des établissements en gestion directe. Certes, il est difficile de s'exprimer en dernier. Voilà. Et d'autant plus que certains de nos interlocuteurs ils sont déjà partis alors qu'on aurait bien à voir leur contribution pour enrichir nos différentes interventions. Je prends l'engagement vraiment de vous donner une place beaucoup plus conforme au rôle que vous jouez dans ce réseau la fois prochaine, mais il fallait commencer. Il n'y a pas de souci. C'est un peu institutionnel pour ce premier réflexe. La prochaine fois, je vous assure que vous aurez d'autres moyens de vous exprimer. Donc, j'ai suivi avec attention les différentes interventions et je me réjouis principalement à travers votre consultation qui rentre largement dans les axes de mon intervention. Mon intervention, elle est cadrée pour la simple raison que je respecte les consignes que vous avez demandées qui sont liées à la rentrée et donc pas le constat et de décrire la problématique générale de l'enseignement français à l'étranger qu'on a tous partagé au niveau des instances du conseil d'administration et dans d'autres sphères. Donc, je vais rester lié, focalisé à cette rentrée qui est spéciale pour répondre tout simplement à votre demande. Votre demande qui est aussi liée à la réalité de terrain. Donc, je vais rester sur le terrain et avec cette réalité de terrain. Donc, en effet, nous venons à peine de sortir d'une crise sanitaire qui a impacté lourdement la situation financière de nos établissements. Certes, le réseau s'est distingué par sa résilience et a pu résister et s'adapter grâce à l'effort et le sacrifice de toute la communauté éducative, institutions, familles, et quand je parle d'institutions, je parle des différentes directions, je parle du personnel et je parle en particulier des enseignants. Oui, les familles ont joué un rôle déterminant pour maintenir une petite santé financière des établissements par l'alimentation des caisses de solidarité, mais aussi par leur complicité à supporter des augmentations de frais de scolarité exorbitants. Ces augmentations conduisent dans beaucoup de régions à exclure les familles modestes, aussi bien françaises qu'étrangères, attachées au système éducatif français. Donc, je ne soulève pas ici le problème des bourses et les conséquences. Dans les différents établissements, les budgets sont en cours de préparation, puisqu'on parle de cette rentrée, et en cours de réunion extraordinaire, parfois accélérée, et où les projections ne sont pas rassurantes pour les familles. J'insiste bien. Oui, encore et encore, des augmentations considérables, disparates d'une région à une autre. Notre inquiétude est grande. Nos établissements seront-ils accessibles uniquement aux élites financières? Et dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est la place de la mixité sociale? Où est-ce qu'elle est la place pour stabiliser les frais d'établissement, enfin, de scolarité dans ces établissements? Et je ne parle pas de l'évolution exponentielle des premiers droits d'inscription qui sont devenus excessifs à tel point que des familles qui ont eu la chance de rejoindre le système ont pu laisser leur place faute de moyens pour payer ces droits de première inscription. Voilà la réalité du terrain pour cette année. Une rentrée sous d'autres alertes qui inquiètent de plus en plus les familles du réseau. Oui, l'inflation s'est invitée dans toutes les projections, ce qui va compliquer la situation financière des familles, des établissements. Alors, dans ce cas-là, j'aurais aimé avoir
nos opérateurs à côté, quelles sont les différentes solutions proposées pour remédier à ces situations, d'autant plus qu'on cherche à maintenir les effectifs dans nos établissements pour ne pas se retrouver dans des situations d'exclure des élèves faute de non-paiement. Une rentrée avec les problèmes de recrutement et le poids de recrutement local et son poids sur la masse salariale qui pèse lourdement. Et je ne parle pas, pour des exemples précis, des indexations qui touchent essentiellement l'établissement à Bruxelles, qui sort de ce cadre-là pour encore des augmentations considérables. Donc, comment remédier à ces situations d'un secteur géographique à l'autre et d'un établissement à l'autre, tout en maintenant, bien sûr, une qualité d'enseignement et une offre pédagogique concurrentielle? Et je rejoins mes collègues sur leur intervention par rapport à la concurrence. Les problèmes des arriérés, et ça c'est important, des problèmes des arriérés à régler aux caisses de sécurité sociale et qui vont toucher maintenant un certain nombre d'établissements et que les établissements seront obligés de régler et que leur règlement, ça va se faire encore au détriment de la participation des familles. Je ne cite pas le gel de nombreux projets immobiliers dans le réseau et les conséquences sur l'attractivité dans notre réseau, bien sûr, devant une concurrence qui s'installe de plus en plus. La rentrée prochaine, pour certains établissements, sera difficile pour continuer à fonctionner à périmètre constant, alors qu'on a quand même à répondre à un certain nombre de demandes. Le problème des remontées, comme ça a été dit tout à l'heure par mon collègue de la FAP, concernant les contributions des établissements, qui, dans une situation difficile, critique, comment ils peuvent maintenir encore à fonctionner et avoir une trésorerie et avoir à répondre à certaines exigences, sachant que plus que 80% de leur budget, ils passent déjà pour la masse salariale. Donc, dans toutes ces conditions-là, est-ce que finalement, la contribution unique qui est en cours d'amélioration est la meilleure solution pour maintenir la pérennité de ce réseau? Question qu'on attend toujours les réponses. Je continue encore par rapport à un certain nombre de problèmes qui sont liés tout simplement au manque de visibilité sur l'avenir. Et ce manque de visibilité attaque principalement tout le réseau d'une région à une autre, ce qui fait que devant l'ambition forte proposée par M. le Président de doubler le nombre d'élèves du réseau, certes, c'est un défi majeur, mais un défi à mener à moyen constant est une mission quasiment impossible, sauf à faire reposer la croissance de ce réseau sur des opérateurs privés et sur l'augmentation des frais de scolarité, du risque de dénaturer l'essence de l'enseignement français à l'étranger, qui a pour mission la continuité éducative des enfants des Français vivant partout dans le monde, mais surtout de permettre aux élèves des pays d'accueil de profiter de l'éducation à la française et du modèle éducatif français, tout en maintenant une mixité sociale dans les établissements de ce réseau. Tout à l'heure, Monsieur le ministre Luc Châtel a évoqué l'idée d'une équipe de France dans l'enseignement français. Je considère que dans toute équipe, il y a un gardien de but, ça sera l'AFE, il y a un défenseur, ça sera l'AFE, et il y a un attaquant, ça sera l'AFE, et il y a un capitaine d'équipe qui ne sera que l'AFE, opérateur public, parce que notre attachement pour préserver la pérennité de ce réseau est lié à la place prédominante bien sûr, de l'AFE. Et comme conclusion, je l'espère qu'avec ce premier contact et colloque, on aura, Madame la sénatrice, tous les éléments qui peuvent rassurer les parents de ce réseau pour une année scolaire sereine et que pour se préparer à une prochaine année où le problème des visas ne va pas se poser pour assurer la continuité de ce service et de cette mission de l'enseignement français à l'étranger. Je vous remercie. Merci, Moulay Driss. Bon, je me permets, hein, parce qu'on s'appelle en d'autres termes parfois, en d'autres circonstances, pardon, par nos prénoms. Alors, évidemment, je ne vais pas me lancer dans une démarche politique, je m'y suis engagée. Je voudrais juste rappeler des chiffres de manière très factuelle. Notre enseignement français à l'étranger est
celui le plus accompagné par un État au monde. Vous n'en trouverez pas d'équivalent. Je pense qu'il ne faut pas le négliger ni l'oublier. Pendant cette période Covid, l'État français, autrement dit le contribuable, on va le nommer aussi parce que c'est personnalisé quelque part à travers les impôts que les uns et les autres payent, a consenti à aider cet enseignement français à l'étranger pour éviter justement des fermetures de postes, des exclusions d'élèves et à maintenir une certaine qualité de ce réseau. Je le dis, 150 millions d'euros, je le rappelle, 50 millions de bourses supplémentaires, 50 millions de subventions pour aider l'ensemble des établissements et enfin 50 millions qui est davantage une avance, mais c'est quand même une avance mise à disposition en matière de trésorerie pour ce réseau. Pourquoi je tiens à le signaler et le rappeler? Parce que je crois que on peut toujours tout attendre du public, on peut toujours tout attendre de l'opérateur public, mais dans ce qui vient d'être décrit et avec tout le respect que je dois à mes interlocuteurs, la configuration qui est présentée là, en parlant essentiellement de l'AEFE qui occuperait tous les postes d'une équipe France, eh bien, je le redis, on exclut à peu près aujourd'hui près de 2/3 et des parents et des élèves de ce réseau. Alors, moi, je veux bien qu'on ait cette vision, elle ne sera, et je me permets de te tutoyer, tu le sais bien, jamais la mienne, puisque ayant travaillé au Maroc, d'autant plus, je le dis avec force, aujourd'hui, tous les établissements, et nous avons, à travers le panorama des personnes qui ont pris la parole aujourd'hui, toute cette représentation qui est face à nous. Et elle nous attend, quel que soit le statut, quel que soit le profil de parents, de personnel. Nous ne pouvons pas simplement laisser entendre qu'il y a je dirais, une forme de gestion qui doit être déclinée. Cela est totalement, je dirais, presque utopique de penser ainsi, puisque même si l'opérateur public reste l'opérateur public, qui a aussi un rôle de régulateur, aussi un rôle de cadre aussi qui est là pour tenir l'existant, eh bien, il y a aussi une réalité économique qui tient aussi à l'association privée-publique, quoi qu'on en dise, quoi qu'ils se disent, aujourd'hui dans un EGD, dans un établissement conventionné ou partenaire, il y a des fonds privés qui rentrent et sans ces fonds privés, il n'y a pas d'établissement. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, ce n'est pas le président de la République, c'est un fait depuis des années, des décennies même. Donc ceci étant dit, je pense qu'il faut peut-être avoir un regard aujourd'hui pluriel et si nous pouvons aider dans le cadre de ces rendez-vous, et c'est là tout l'objet aussi, aujourd'hui ce que tu dis là et ce que disent certains d'entre vous n'était dit que de manière assez confidentielle au sein d'un conseil d'administration. Aujourd'hui c'est public et nous allons renouveler l'exercice. Tu parlais de la commande que tu as respectée, je t'en remercie, par rapport à la consigne de départ qui était de parler de la rentrée. Eh bien, lors de novembre, nous aborderons le financement de ce réseau et vous reprendrez la parole en tant que parent pour exprimer vos préoccupations. Mais je crois aussi, et j'en terminerai ainsi, qu'il faut regarder aussi avec réalisme ce réseau, mais pas que ce réseau, le monde aujourd'hui qui est devant nous. Il va être difficile de lui demander à ce réseau à la fois de contenir des augmentations, d'améliorer sa qualité et d'offrir de plus en plus de services. Je pense qu'il y a un principe de réalité là qui nous déconnecterait voilà, tout simplement des réalités que vivent les uns et les autres. Il suffit d'entendre le directeur de l'agence pour dire qu'il revenait d'Amsterdam où il a entendu parler des factures assez impressionnantes aujourd'hui, ne serait-ce que de gaz ou d'électricité pour chauffer cet hiver les établissements. Comment voulez-vous que l'État français puisse être derrière l'ensemble de ces augmentations? Je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Aucun État, et je le dis, ne permet cela. Il y a des États qui le permettent. Et là aussi, c'est un vrai sujet de questionnement. Moi, je rentre du Canada, j'ai des retours de Suède, d'Allemagne, où des États investissent aussi dans l'éducation de nos établissements parce qu'ils préfèrent investir dans nos établissements, donc diminuer drastiquement les frais de scolarité, parce qu'ils considèrent que en cela, ils n'ont plus d'école à construire et donc ils nous délèguent quelque part ces responsabilités-là en les cofinançant. Le Luxembourg aussi, dont je viens et où est parti aujourd'hui Olivier Cadic. Tout ça pour vous dire qu'il y a peut-être d'autres modèles aussi, d'autres partenariats envisagés pour atténuer ces frais de scolarité que vous trouvez toujours, et je peux le comprendre,
toujours trop cher. Malgré tout, il y a aussi un principe de réalité et autant, merci de l'avoir signalé, me suis toujours associée aussi au questionnement, aux préoccupations des parents, mais je pense qu'il faudra, avec réalisme et puis surtout, je dirais, sens des responsabilités, considérer que ce réseau ne pourra pas à la fois garder ses meilleurs éléments sans les rémunérer. Et une fois qu'on a dit ça, eh bien, quand on sait que plus de 80%, 90% des budgets de ce réseau sont avant tout la masse salariale, eh bien, il en reviendra à chacun d'en tirer les conclusions qui sont les leurs ou appeler Bercy. Mais vous savez, Bercy ne décroche pas toujours facilement et n'est pas toujours à la rescousse non plus de toutes les situations que nous pouvons parfois aussi lui notifier comme des situations qui sont parfois injustes parce que les injustices sont plus frappantes ou plus flagrantes ailleurs. Donc ce réseau aujourd'hui est largement accompagné, peut-être pas encore suffisamment, et je pense qu'il nous revient à tous d'être imaginatifs et de créer peut-être aussi de nouveaux modèles pour financer ou aider à financer ce réseau pour qu'il soit accessible au plus grand monde. Maintenant, je ne vais pas vous cacher que venant de l'éducation nationale, moi-même ayant fait toute ma scolarité et mon parcours professionnel, oui, je tends comme vous à un idéal. L'idéal, c'est la mixité, mais aujourd'hui, on se mentirait tous les uns les autres si on n'admettait pas que aujourd'hui, ce réseau d'enseignement français à l'étranger, il suffit de le voir au Maroc, je ne crois pas que ça permette à l'ensemble des classes sociales d'y entrer. Non, évidemment qu'il y a des sélections qui tiennent parfois, et on peut le regretter, à l'argent, que l'État français essaye d'atténuer par des bourses. Maintenant, est-il en mesure, c'est un vrai questionnement, mais nous pouvons tous y réfléchir ensemble, accueillir l'ensemble des parents, quels que soient les revenus moyens qu'ils peuvent avoir ou les revenus plus faibles. C'est un questionnement, mais c'est une remise aux questions aussi d'un système. Et moi, j'invite tous ceux qui souhaiteront en reparler et le mettre sur la table à le faire. Mais c'est un changement, je dirais, de philosophie aussi, peut-être à envisager. Si vous permettez, Madame la sénatrice, une petite seconde. Dans une équipe, il y a 12. Moi, je n'ai cité que 4, ce qui veut dire qu'il y a de la place à tout le monde. Ah, ben, j'avais pas compris. Excusez-moi, j'ai parlé d'un gardien de but, j'ai parlé d'un défenseur. Donc, comme ça se déclinait suivant beaucoup de postes. Non, c'est pour avoir quand même un garant, c'est tout. Ok, super, c'est compris, merci. En fait, on ne savait pas de quel sport il s'agissait, c'est pour ça, du nombre de joueurs. Merci.